Permis et carte grise, tous les deux. Sortez vos papiers maintenant. Agent, pour quelle raison vous nous avez arrêtés? Je vous dirai la raison quand je serai prêt. Les papiers maintenant. Vous pouvez expliquer quelle infraction routière a eu lieu? Qui vous a parlé, vous? Conducteur, dites à votre copain de fermer sa bouche. Le lieutenant Marcus Webb est assis à son bureau à 23h47, un jeudi soir, dans les locaux des affaires internes de la police de l'État du Delaware, en train de regarder des images de caméras piétons pour la 6e fois. Et il voit quelque chose qui lui donne envie de fracasser son poing contre l'écran. Les images montrent l'agent Ryan Meyers en train d'arrêter un automobiliste français noir à Riverside Estates, 3 semaines plus tôt. Un beau quartier, des maisons chères, le genre d'endroit où la valeur médiane d'une maison atteint 680 000 $, et où les habitants appellent la police si le service de tonte arrive dans un camion qui a l'air trop vieux. Meyers s'approche de la vitre. Permis et carte grise. Le conducteur demande pourquoi il a été arrêté. Meyers répond « Je vous le dirai quand je serai prêt ». Le conducteur redemande. Meyers dit « Vous êtes dans un quartier où les gens remarquent ce qui n'a pas sa place ». Marcus met la vidéo sur pause, revient en arrière et repasse cette phrase. Ce qui n'a pas sa place. Il a entendu Meyers dire des variantes de cette formule dans 4 contrôles différents au cours du mois écoulé. Jamais tout à fait de manière à franchir la ligne de ce qu'on peut écrire noir sur blanc dans une plainte formelle. Toujours juste assez vague pour garder une forme de déni plausible. Mais le schéma est là, si on le cherche. Marcus le cherche depuis 3 mois. Il affiche les données de contrôle sur son 2e écran. Agent Ryan Meyers, badge 2847, 6 ans dans le service. Au cours des 12 derniers mois, Meyers a effectué 423 contrôles routiers. Marcus filtre par race. 347 contrôles d'automobilistes français noirs. Cela représente 82%, dans une ville qui est noire à 31%. Il vérifie les taux de fouille. Meyers a fouillé des automobilistes noirs dans 44% des cas. Les automobilistes blancs dans 9% des cas. Taux de découverte de contrebande, 12% pour les conducteurs noirs, 31% pour les conducteurs blancs. Les chiffres hurlent. Meyers arrête des noirs à des taux qui défient toute probabilité statistique. Les fouille 5 fois plus souvent et trouve bien moins souvent des éléments à charge, ce qui signifie qu'il n'attrape pas réellement des criminels. Il harcèle des innocents à cause de leur couleur de peau. Marcus monte ce dossier depuis 3 mois. Il a examiné 87 rapports de contrôle de Meyers et de 2 autres agents du même district. Il a trouvé des schémas. Il a documenté le langage vague qu'ils utilisent pour justifier des contrôles qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Comportement suspect. N'avait pas l'air à sa place. Zone à forte criminalité, utilisée pour décrire des quartiers où la criminalité est presque inexistante. Mais il n'a pas encore assez. Le syndicat se battra. Ils diront que les agents utilisaient simplement leur jugement, que le nombre élevé de contrôles prouve seulement qu'ils travaillent dur, que toutes les fouilles étaient le consenti. Marcus a besoin de quelque chose d'indiscutable. Il a besoin d'en surprendre un en train de le faire d'une manière qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Il regarde encore les chiffres quand son téléphone vibre. Message texte de James Holloway, son ami depuis l'université. La voiture est au garage jusqu'à lundi. Tu peux me ramener après le dîner samedi? C'est moi qui invite. Marcus répond par texto. Oui, pas de problème. Où? James envoie l'adresse d'un restaurant du centre-ville. Marcus confirme et retourne à ses tableaux. Il ne le sait pas encore, mais ce message vient de lui donner exactement ce qu'il cherchait. Samedi soir, Marcus récupère James au restaurant à 20h35. Ils sont amis depuis leurs années à Delaware State. James travaille maintenant dans l'ingénierie logicielle. Il gagne bien sa vie. Il a acheté une maison à Riverside Estates il y a 2 ans. Il est fiancé. Mariage prévu au printemps prochain. Une vie normale, réussie, sauf pour une chose qui n'a rien de normal. James a été arrêté 4 fois en 2 ans pour avoir conduit dans son propre quartier. Le même schéma à chaque fois. L'agent ne peut pas expliquer quelle loi a été violée. Question sur l'endroit où il va, sur le fait de savoir si la voiture est à lui, sur le fait qu'on puisse la fouiller. James n'a jamais déposé plainte.
parce qu'à quoi bon? C'est sa parole contre la leur et personne ne vous croit jamais. Ils parlent des préparatifs du mariage de James, débattent pour savoir si un DJ vaut mieux qu'un groupe. Quand Marcus voit les gyrophares s'allumer derrière eux, James conduit sa Honda Civic grise. Ils sont à 2 pâtés de maison de chez lui. Ils ne roulaient pas trop vite. Ils ont mis leur clignotant. Ils ne faisaient rien de travers. James regarde dans le rétroviseur. « Tu te moques de moi ?» Marcus regarde derrière et sent quelque chose s'enclencher dans sa tête. Il reconnaît cette voiture de patrouille. District 4, le district de Myers. « T'inquiète pas, gare-toi, je vais gérer. » James se range dans un endroit bien éclairé. Il y a une maison avec une sonnette Ring visible sur le porche. Marcus le note. Il sort son téléphone et lance un enregistrement audio en gardant l'appareil sous la ligne de la fenêtre. Si les images de bodycam disparaissent mystérieusement plus tard, il aura sa propre copie. L'agent s'approche. Marcus l'observe dans le rétroviseur latéral. Un homme blanc, début trentaine, avançant avec cette démarche particulière que certains policiers développent quand ils pensent contrôler complètement la situation. L'agent arrive à la fenêtre. Marcus sait déjà qui c'est avant même de voir clairement son visage. L'agent Ryan Myers, badge 2847. Le même officier dont il analyse les données de contrôle depuis 3 mois. Le même agent qui a dit ce qui n'a pas sa place à 4 reprises sur des arrêts récents. Et il est sur le point de le dire à un lieutenant des affaires internes qui monte un dossier contre lui. Sauf que Myers ne le sait pas encore. Myers frappe à la vitre avec sa lampe torche. James abaisse la vitre. « Bonsoir, officier. » Le faisceau de la lampe éclaire directement le visage de James, puis glisse vers Marcus. « Permis et carte grise, tous les 2. Vos papiers, maintenant. » James garde une voix respectueuse. « Officier, pouvez-vous nous dire la raison du contrôle ? » « Je vous dirai la raison quand je serai prêt. Les papiers, maintenant. » Marcus parle pour la première fois d'une voix calme et presque conversationnelle. « Pouvez-vous expliquer quelle infraction au code de la route a eu lieu ?» L'attention de Myers se tourne brusquement vers lui et on entend l'irritation. « Qui vous a parlé ? Hé, conducteur, dites à votre pote de se taire s'il ne veut pas que ça empire. » Marcus enregistre chaque mot sur son téléphone. Il regarde aussi la caméra piéton fixée sur la poitrine de Myers, s'assurant que le petit voyant lumineux est allumé. Il l'est. Tout cela est documenté sous plusieurs angles. James essaie encore. « Officier, nous ne roulions pas trop vite. Nous avons mis nos clignotants. J'essaie simplement de comprendre ce que nous avons fait. Et la voilà. » La phrase que Marcus attendait depuis si longtemps d'entendre être prononcée directement devant lui, au lieu de l'entendre seulement sur des enregistrements. Vous êtes dans un quartier où les gens remarquent quand certaines choses n'ont pas l'air à leur place. Marcus se penche légèrement vers l'avant. Avant que vous alliez plus loin, j'ai une question. Combien de contrôles avez-vous effectués dans ce quartier le mois dernier ? Myers le fixe. Ça ne vous regarde pas. Dernier avertissement. Les papiers sur le tableau de bord où vous sortez tous les 2. Marcus tend lentement la main vers son portefeuille, mais il ne sort pas son permis de conduire. Il sort ses identifiants des affaires internes de la police de l'État du Delaware, son badge et sa carte professionnelle. Il les tend par la fenêtre à Myers. Voilà ma pièce d'identité. Regardez-la bien. Prenez votre temps, parce que dans environ 30 secondes, vous allez comprendre que vous venez de faire une erreur qui va mettre fin à votre carrière. Myers prend les identifiants, éclaire le tout avec sa lampe. Delaware State Police, Internal Affairs Division. Lieutenant Marcus Webb. Son visage traverse plusieurs états. Confusion, reconnaissance, horreur pure. Vous êtes des affaires internes, dit-il. Marcus garde la voix parfaitement calme. Lieutenant Marcus Webb, et chaque mot que vous venez de prononcer est enregistré sur votre bodycam, sur mon téléphone et sur cette caméra de sonnette juste là. Marcus désigne la Ring à environ 5 mètres. Alors je vais vous reposer la question, officier Myers. Quelle était la raison de ce contrôle ? La bouche de Myers s'ouvre, puis se referme. Aucun mot ne sort.
Marcus continue, toujours avec le même calme. Vous avez arrêté un véhicule qui respectait parfaitement le code de la route. Vous avez refusé d'expliquer la raison du contrôle. Vous avez tenu des propos laissant entendre que nous n'avions pas l'air à notre place dans ce quartier. Vous avez menacé de fouiller le véhicule sans motif probable. Vous voulez réessayer? Quelle était la raison de ce contrôle? J'ai pensé que la voiture avait l'air... Commence Meyers, la voix tremblante. Marcus ne l'aide pas. Il attend. Quelle infraction précise au code de la route avons-nous commise? Meyers ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est bien ce que je pensais. Donnez-moi votre nom et votre numéro de badge. Officier Ryan Meyers, badge 2847. Marcus hoche la tête. Il le savait déjà, mais il voulait l'avoir sur l'enregistrement. Officier Meyers, je vais vous demander de reculer de ce véhicule. Nous partons maintenant, et lundi matin, vous serez convoqué à une réunion avec votre supérieur et un représentant syndical. Je vous suggère de passer le temps qui vous reste d'ici là à réfléchir à la manière dont vous allez essayer d'expliquer ce contrôle, ou à commencer à envisager d'autres options de carrière. Meyers recule. James parcourt les 2 pâtés de maison qui les séparent de chez lui sans dire un mot. Ils entrent, ferment la porte, puis James demande « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Marcus est déjà en train d'ouvrir l'enregistrement sur son téléphone pour vérifier qu'il a tout capté. J'enquête sur Meyers depuis 3 mois. Je monte un dossier sur ses schémas de contrôle et il vient juste de me donner exactement ce qu'il me fallait. James s'assoit lourdement. Ça m'est arrivé 4 fois en 2 ans, et je n'ai jamais pensé que quelqu'un me croirait. Marcus le regarde. Moi, je te crois, et maintenant je peux le prouver. Tu as déjà eu raison sur quelque chose pendant si longtemps que, quand tu obtiens enfin la preuve, tu ne te sens même pas vengé. Tu te sens juste fatigué. Laisse un commentaire si tu connais cette sensation. Ce que fait Marcus ensuite, c'est ce qui sépare les enquêtes médiocres des affaires qui changent des départements entiers. Il ne se contente pas de rédiger un rapport sur le contrôle et de s'arrêter là. Il retourne à son bureau le dimanche matin et extrait chaque contrôle effectué par Meyers au cours des 3 dernières années. Les 1247. Il crée un tableau. Date, heure, lieu, race du conducteur, motif du contrôle, fouille, oui ou non, découverte, oui ou non. Puis il fait la même chose pour les 2 autres agents dont les schémas semblaient similaires à ceux de Meyers. 600 contrôles entre les 2. Il travaille 14 heures d'affilée, s'arrêtant seulement pour boire du café et aller aux toilettes. Le dimanche soir, il a une image encore pire que ce qu'il imaginait. Les 3 agents travaillaient ensemble. Pas officiellement, mais quand Marcus récupère leur communication radio et les recoupe avec leur téléphone personnel, il trouve quelque chose. Des messages. Pas sur les téléphones du service. Dieu merci pour les petites faveurs. Mais l'un d'eux a commis une erreur. L'agent Craig Daniels, un collègue de Meyers, a envoyé un message destiné à son téléphone personnel sur le système du département par erreur. Le message disait « J'en ai encore chopé un. Belle voiture. Mauvais quartier. Il est clean, mais je vais quand même le passer dans le système. Il ne se plaigne jamais. » Marcus lit ce message 3 fois, puis il appelle sa capitaine chez elle. La capitaine Sarah Rodriguez est aux affaires internes depuis 12 ans. Elle a tout vu. Mais quand Marcus lui lit le message, elle reste silencieuse un long moment. Ce n'est pas juste un mauvais flic, c'est un schéma. C'est exactement ce que je dis. Ce n'est pas seulement Meyers. Il y en a au moins 3, peut-être plus. Et ils font ça depuis des années. Ton dossier est solide à quel point? J'ai des données de contrôle montrant des disparités raciales statistiquement impossibles à expliquer par un travail policier légitime. J'ai des images de bodycam montrant le même langage scripté dans des dizaines de contrôles. J'ai ce message texte. Et maintenant j'ai Meyers, filmé en train de m'arrêter samedi soir et de dire que nous n'avons pas l'air à notre place dans un quartier. Rodriguez se tait encore. Tu étais dans la voiture? Oui. Je raccompagnais un ami. Meyers nous a arrêtés pour rien. Il a déroulé son numéro habituel
et je l'ai laissé s'enfoncer avant de m'identifier. Mon Dieu, Marcus, ce n'est pas comme ça qu'on mène habituellement les enquêtes. Je sais, mais là, c'est propre, c'est documenté, et c'est indiscutable. Rodriguez réfléchit un instant. Très bien, viens lundi matin, apporte tout, on porte ça au chef. Lundi matin, 8 heures. Marcus entre dans le bureau du chef David Morrison avec une chemise contenant 6 mois d'analyse, les données de contrôle, les extraits de bodycam, le message texte et l'enregistrement de samedi soir. Il pose tout. Morrison est un vétéran de 28 ans qui a gravi tous les échelons, de la patrouille jusqu'au poste de chef. Il a vu suffisamment de mauvais policiers pour savoir ce qu'il regarde. Il visionne les images du contrôle de Marcus. Il voit Meyers dire des choses qui n'ont pas l'air à leur place. Il voit le moment où Marcus tend ses identifiants d'affaires internes et le moment où Meyers comprend que sa carrière vient de s'arrêter. Morrison éteint l'écran. On parle de combien d'agents ? 3, à coup sûr. Meyers, Daniels et l'agent Jennifer Wu. Peut-être un 4e. Et leur sergent savait ou aurait dû savoir, parce que c'est lui qui valide leur rapport d'activité chaque mois. Recommandation ? Licencier Meyers et Daniels immédiatement. Les chiffres de Wu sont limites. On peut peut-être encore la récupérer avec une remise à niveau. Rétrograder le sergent. Et on doit auditer tout le district pour voir si ça va plus loin. Morrison hoche lentement la tête. Fais-le. Monte les dossiers de licenciement. Rends-les irréprochables. Le syndicat va se battre férocement. Je sais. C'est précisément pour ça que j'ai passé hier à tout documenter de 6 façons différentes. Le processus de licenciement prend 4 semaines. Marcus construit les dossiers méthodiquement. Pour Meyers, il compile 43 contrôles montrant le schéma. Automobilistes français noirs dans des quartiers riches, motifs vagues de contrôle, fouilles sans fondement, taux de découverte de 12%, montrant que Meyers n'attrapait pas réellement de criminels. Les messages, les bodycams et l'enregistrement de samedi soir où Meyers a arrêté un lieutenant des affaires internes et menacé de fouiller le véhicule sans raison. La lettre de licenciement est remise un mardi matin. Meyers est convoqué dans le bureau de son supérieur. Il entre en pensant qu'il s'agit du contrôle de samedi soir, pensant peut-être recevoir un blâme écrit. Il ressort sans emploi. La lettre mentionne des contrôles routiers racialement discriminatoires, l'incapacité à articuler un soupçon raisonnable, un comportement menaçant et une conduite indigne d'un agent. Meyer fait appel par l'intermédiaire de son syndicat. L'audience d'appel est fixée 3 semaines plus tard. C'est cette audience que Marcus vise depuis 3 mois. C'est là que l'affaire se gagne ou se perd. L'audience se déroule dans une salle de conférence du siège de la police de l'État. 3 membres du comité d'examen. Meyers avec son avocat syndical. Marcus avec le chef et le service juridique du département. La pièce est petite, sans fenêtre, et la climatisation fonctionne mal. Ce sera un long après-midi. L'avocat syndical de Meyers s'appelle Ron Peterson. Il défend des policiers depuis 20 ans. Il est bon dans son travail. Il ouvre en soutenant que Meyers était un agent dévoué, avec 6 années de service, aucune sanction disciplinaire antérieure et de solides évaluations de performance. L'agent Meyers a effectué ses contrôles sur la base de sa formation et de son expérience. Les zones à forte criminalité exigent une police proactive. Les ZAMEX, chiffres qu'on cite ici, sont sortis de leur contexte. Marcus attend son tour. Quand il se lève pour présenter, son ordinateur portable s'est branché à un écran, afin que tout le monde puisse voir. Parlons donc du contexte. Il affiche les données de contrôle. L'agent Meyers a effectué 1247 contrôles en 3 ans. 1021 concernaient des automobilistes français noirs. Cela représente 82%. Dans une ville qui est noire à 30%. Ce n'est pas du contexte, c'est un schéma. Peterson intervient aussitôt. Ces contrôles ont eu lieu dans des zones à forte criminalité où la démographie est différente. Marcus affiche une carte. Les contrôles de l'agent Meyers se concentrent à Riverside Estates, Arbor Heights et Westfield Gardens. Ce sont 3 des quartiers les moins criminogènes de la ville.
Riverside Estates a connu 4 délits contre les biens et 0 crime violent l'an dernier. Harbor Heights en a connu 6 et 1. Ce ne sont pas des zones à forte criminalité. Ce sont des quartiers riches où l'agent Meyers a décidé que les Noirs n'avaient pas leur place. Il affiche ensuite les données de fouille. L'agent Meyers a fouillé des automobilistes noirs dans 44% des cas, les automobilistes blancs dans 9%. Son taux de découverte de contrebande était de 12% pour les conducteurs noirs, 31% pour les conducteurs blancs. Ce que cela nous dit, c'est que l'agent Meyers fouillait des conducteurs noirs sur la base d'intuitions fausses presque 90% du temps. Ce n'est pas du maintien de l'ordre proactif, c'est du harcèlement. Peterson tente un autre angle. L'agent Meyers répondait à des préoccupations des riverains. Les habitants de ces quartiers appelaient pour signaler des activités suspectes. Marcus affiche les journaux d'appel. L'an dernier, Riverside Estates a enregistré 14 appels concernant des personnes suspectes. L'agent Meyers y a effectué 73 contrôles. Il ne répondait pas à des appels. Il initiait lui-même les contrôles en se fondant sur son propre jugement de qui semblait suspect. Puis Marcus diffuse les images de bodycam. Pas les 43 contrôles, seulement 5, choisis avec soin pour montrer le schéma. Contrôle 1. Un homme français noir dans une Mercedes. Riverside Estates, 21h. Permis et carte grise. Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? L'homme explique qu'il vit là. Meyers fouille la voiture quand même. Ne trouve rien. Contrôle 2. Une femme française noire dans une Audi. Harbor Heights, 19h. C'est votre voiture? Elle répond oui. Meyers passe son permis, vérifie la carte grise, reste pourtant sceptique. Demande si elle a de la drogue dans la voiture. Elle répond non. Il fouille quand même, ne trouve rien. Contrôle 3. Un adolescent français noir dans une Honda. Westfield Gardens, 18h. Vous venez d'où? Le jeune répond du lycée. Meyers demande à fouiller. L'adolescent ne sait pas qu'il peut refuser. Meyers fouille, ne trouve rien. Le schéma est incontestable. À chaque contrôle, Meyers emploie le même langage vague. « Qu'est-ce que vous faites ici? C'est votre voiture. Vous avez l'air nerveux. » À chaque fois, il fouille. À chaque fois, il ne trouve rien. Les membres du comité regardent les images et leur visage change. Ils voient enfin ce que Marcus voit depuis 3 mois. Puis Marcus passe l'enregistrement de samedi soir. Les membres du comité entendent Meyers dire des choses qui n'ont pas l'air à leur place. Ils l'entendent refuser d'expliquer le contrôle. Ils l'entendent menacer de fouiller sans motif probable. Ils entendent Marcus s'identifier comme lieutenant des affaires internes. Ils entendent le silence au moment où Meyers comprend ce qu'il vient de faire. Peterson s'agite à présent. L'agent Meyers a fait une erreur de jugement sur ce contrôle. Particulier, mais une seule erreur ne justifie pas un licenciement. Marcus se tourne vers le comité. Ce n'est pas une seule erreur, c'est un schéma de 3 années de contrôle routier racialement discriminatoire visant systématiquement des automobilistes français noirs dans des quartiers riches sur la base de la conviction de l'agent Meyers qu'ils n'y ont pas leur place. Le contrôle de samedi soir est simplement la première fois qu'il a fait cette erreur face à quelqu'un ayant l'autorité de réagir. Puis il affiche encore une chose. Le message texte. J'en ai encore chopé un. Belle voiture, mauvais quartier, il est clean, mais je vais quand même le passer dans le système. Il ne se plaigne jamais. Ce message a été envoyé par l'agent Craig Daniels, l'un des collègues de l'agent Meyers dans le même district. Belle voiture, mauvais quartier. Voilà le critère. Il est clean, mais je vais quand même le passer dans le système. Voilà l'aveu qu'ils savent que ces contrôles ne produisent rien, mais qu'ils les font quand même. Ils ne se plaignent jamais. Voilà pourquoi ils croyaient n'avoir jamais de conséquences. La présidente du comité regarde Meyers. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Meyers se lève. Son avocat tente de le retenir, mais Meyers parle quand même. « Je faisais mon travail. Je protégeais ces quartiers. Si les gens de ces quartiers ne veulent pas se faire arrêter, ils devraient... » Il s'interrompt. Mais il est trop tard. Tout le monde dans la pièce a entendu où cette phrase allait. Le comité délibère pendant 45 minutes. Quand il revient, la présidente lit la décision.
Nous concluons que l'agent Meyers s'est livré à un schéma de contrôle routier racialement discriminatoire sur une période de 3 ans. Nous concluons qu'il n'a pas su articuler un soupçon raisonnable pour la majorité de ses contrôles. Nous concluons que sa conduite a violé la politique du département ainsi que les droits constitutionnels de nombreux citoyens. Le licenciement est confirmé. Le visage de Meyers devient vide. Son avocat pose une main sur son épaule, mais Meyers la repousse. Il se lève, quitte la salle sans dire un mot. Marcus le regarde partir et ne ressent aucune victoire. Il se sent fatigué, parce que Meyers n'est qu'un flic dans une seule ville et que le système qui lui a permis d'agir ainsi pendant 6 ans est toujours là. L'affaire arrive dans les médias 2 jours plus tard, lorsque le licenciement devient document public. Un lieutenant des affaires internes surprend un agent lors d'un contrôle routier. L'enquête mène à son renvoi. Les images de bodycam du samedi soir sont publiées dans le cadre des conclusions de l'enquête. Les chaînes locales les diffusent. Puis CNN s'en empare. Puis cela devient viral. 7 millions de vues la première semaine. Les gens regardent et, bien condition, ressentent cette satisfaction particulière de voir quelqu'un se faire prendre en train de faire exactement ce qu'il pensait ne jamais devoir expliquer. Mais Marcus ne regarde pas les compteurs de vues. Il est déjà passé à la suite. L'agent Daniels et l'agent Wu. Leurs audiences de licenciement sont prévues le mois suivant. Et Marcus monte ses dossiers exactement de la même façon qu'il a monté celui de Meyers. Un contrôle à la fois, un schéma à la fois, une preuve incontestable à la fois. James Holloway donne une interview au journal local. Il parle de ses 4 contrôles en 2 ans dans son propre quartier, de cette impression qu'il devait justifier sa présence dans une maison qu'il possédait, de cette peur chaque fois qu'il voyait des gyrophares parce qu'il savait que cela n'avait rien à voir avec la circulation. Je n'ai jamais déposé plainte parce que je ne pensais pas qu'on me croirait, mais j'étais assis à côté de la seule personne capable de faire quelque chose. Et il l'a fait. Le procureur général du Delaware annonce une révision des pratiques de contrôle à l'échelle de l'État. L'examen dure 6 mois et confirme ce que Marcus savait déjà. Des disparités raciales existent dans plusieurs départements. Pas aussi extrêmes que celles de Meyers, mais bien réelles. Un décret de consentement est négocié. Les réformes sont vastes. Collecte obligatoire des données sur chaque contrôle. Analyse trimestrielle des disparités raciales. Intervention précoce pour les officiers dont les chiffres posent problème. Comité civil de supervision. Caméras piétons obligatoires. Examen hiérarchique de toutes les fouilles qui ne trouvent rien. Marcus travaille toujours aux affaires internes, enquête toujours, monte toujours des dossiers. Dans les 2 années qui ont suivi la chute de Meyers, il a constitué 9 autres dossiers de licenciement. 7 ont abouti à des renvois. 2 à des suspensions. Il s'est forgé une réputation. Certains policiers le détestent, d'autres le respectent. Tous connaissent son nom, ce qui est exactement ce qu'il veut. Ryan Meyers n'a plus jamais travaillé dans le maintien de l'ordre. Il a essayé la sécurité privée. La plupart des employeurs l'ont écarté dès qu'ils ont vu son licenciement. Il a déménagé en Floride, puis obtenu un poste dans la gestion d'un commerce de détail. Son profil LinkedIn ne mentionne pas les 6 années où il a été policier. Les images de bodycam sont désormais utilisées dans les académies de police à travers le Delaware et dans 3 États voisins. Elles sont présentées comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comment ne pas mener un contrôle? Comment ne pas exercer son autorité? Les formateurs mettent la vidéo sur pause au moment où Meyers dit les choses qui n'ont pas l'air à leur place et demandent aux recrues « Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?» Les recrues comprennent tout de suite. Il n'y a aucune ambiguïté. Ce qui reste à Marcus de ce samedi soir, ce n'est pas le moment où Meyers a compris qui il était. C'est ce que James lui a dit après. « Ça fait des années que j'essaie de dire aux gens que ça arrive, et personne ne me croyait. C'est ça qui compte. Pas la vidéo virale, pas le licenciement. Le fait que James ait passé 2 ans à croire qu'il devenait paranoïaque, que peut-être il imaginait ce schéma, que peut-être ce n'était que de la malchance. Et puis, en une seule nuit, il a obtenu la validation qu'il avait raison depuis le début. Marcus est policier depuis 19 ans. Il sait comment fonctionne le système.
Il sait comment faire valoir ses droits. Il sait quelles questions poser. Il avait son téléphone en train d'enregistrer. Il avait ses identifiants prêts. Et malgré tout cela, il s'est fait arrêter pour avoir conduit en Maine-Odesson, étant français noir dans un beau quartier. Même avec 19 ans de service et un badge des affaires internes, il a quand même été vu comme quelqu'un qui n'avait pas sa place, jusqu'au moment où il a prouvé le contraire. Alors, si cela peut arriver à un lieutenant des affaires internes, si quelqu'un avec autant de connaissances et d'autorité peut encore se faire arrêter pour rien, imaginez ce qui arrive à tous les autres. Ceux qui ne connaissent pas leurs droits, ceux qui n'ont pas de caméra, ceux qui n'ont pas le pouvoir de forcer l'officier qui les arrête à répondre de ses actes. Ils se font arrêter tous les jours, ils se font fouiller. On leur dit qu'ils n'ont pas leur place dans des quartiers où ils vivent, et la plupart n'obtiennent jamais la moindre forme de justice, parce que le système n'est pas conçu pour la leur donner. Marcus a obtenu justice parce qu'il fait partie du système. Il avait l'autorité pour enquêter, pour obtenir des dossiers, pour monter des affaires que les départements ne peuvent pas ignorer. Mais les 48 autres personnes que son équipe a interrogées pendant l'enquête, celles que Meyers avait arrêtées avant que Marcus ne le coince, la plupart n'avaient jamais déposé plainte, n'avaient jamais pensé que quelqu'un s'en soucierait, n'avaient jamais imaginé que, des années plus tard, quelqu'un reviendrait sur leur cas pour en faire les pièces d'un dossier de licenciement. Le système a fonctionné pour Marcus, mais il n'a fonctionné que parce que Marcus avait un pouvoir institutionnel. Et le fait que l'obligation de rendre des comptes dépende du hasard consistant à arrêter la seule personne capable de faire quelque chose en dit long sur la question de savoir si le système est conçu pour produire la justice ou simplement pour se protéger lui-même. 3 semaines après le licenciement de Meyers, Marcus reçoit un appel d'un numéro qu'il ne reconnaît pas. Il répond « Lieutenant Webb. »« Oui, qui est à l'appareil ? » ?»« Je m'appelle Darnell Cooper. J'étais l'une des personnes que vous avez interrogées pendant votre enquête. L'agent Meyers m'a arrêté en 2021. Il a fouillé ma voiture. Il n'a rien trouvé. Il m'a fait arriver en retard pour aller chercher ma fille à l'école. » Marcus se souvient du dossier. « Oui, je me rappelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il y a un silence. « Je voulais simplement vous dire merci. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait un jour. Je ne pensais pas que cela avait la moindre importance. » Marcus s'assoit. Ça comptait, tout comptait. Chacun de ces contrôles comptait. « Merci, c'est tout ce que je voulais dire. » Il raccroche. Marcus reste assis à son bureau encore un moment. Puis il rouvre ses dossiers et se remet au travail. Parce que Meyers est parti. Daniels est parti. Wu est parti. Mais il y a d'autres noms dans les données, d'autres schémas qui émergent, d'autres officiers qui pensent qu'ils n'auront jamais à répondre de leurs actes. Et Marcus sera là, à monter les dossiers, un contrôle à la fois, jusqu'à ce que les chiffres commencent enfin à changer. Partagez cette histoire si vous pensez que la responsabilité ne devrait pas dépendre du hasard consistant à arrêter la seule personne qui a le pouvoir d'agir, parce que ce ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, c'est exactement le cas. Et jusqu'à ce que cela change, la seule chose qui protège les gens contre des flics comme Meyers, c'est la chance. Et ce n'est pas un système, c'est une loterie.